Bonsoir, donc j'espère que tout le monde peut m'entendre là. Donc en fait, vous savez tous, en fait, effectivement, lors des conférences qui ont lieu ici, parfois il y a des cours publics, et donc en fait, cette fois-ci, c'est Dominique qui m'a demandé de le faire, alors que je suis organisateur d'une école qui a lieu actuellement ici avec Fabrice Perth et Henri Aloul et Rajiv Singh. Donc, juste peut-être pour me présenter, je suis Marc Gerbig, comme vous voyez à mon accent et à mon nom, je suis d'origine allemande. Et je travaille en tant que chercheur au CNRS, au laboratoire des physiques des solides, à Orsay, donc à l'université Paris-Sud, qui devient maintenant l'université Paris-Saclay, comme vous l'avez peut-être entendu. Et en même temps, je suis aussi enseignant à l'école polytechnique. Et donc aujourd'hui, je vais essayer de vous amener vers un voyage à travers un bon siècle maintenant de physique nouvelle, qui a commencé en fait, donc je lis les titres, c'est la mécanique quantique et la relativité d'Einstein, qu'on va retrouver en fait, qui sont deux théories en fait effectivement du XXe siècle, deux théories qui ont révolutionné le XXe siècle. Et je vais essayer de vous faire comprendre en fait, que ces théories-là ont trouvé finalement une application extrêmement inattendue dans la physique des matériaux, notamment avec l'avènement des matériaux nouveaux qui sont vraiment tout récents. C'est vraiment la physique du XXIe siècle qui est arrivée, par exemple, avec un matériau que vous avez certainement déjà rencontré, c'est le graphène. Qui a aussi un lien avec cette école ici à Cargèse, notamment puisque en fait, un prix Nobel a été décerné pour la découverte ou l'exfoliation de ce matériau, et je vais revenir un peu là-dessus, en 2010. Et juste quelques jours après l'annonce de ce prix Nobel, en fait, un des lauréats est venu ici, effectivement, participer à une école qui était organisée à l'époque ici au centre, et a donné aussi un cours public, donc je ne serai certainement pas à la hauteur, mais en fait, je vais essayer de vous amener en fait, vers ce voyage, et en fait, le but de ma présentation, finalement, ce serait juste que vous puissiez comprendre ou apprécier ce qu'il y a un peu derrière ce titre, qui peut peut-être effectivement faire un peu peur. Voilà, donc en fait, je vous ai dit, on va rencontrer la physique, les révolutions du XXe siècle, et en physique générale, et une révolution en fait, en physique des matériaux au XXIe siècle. Mais avant tout, il faut que je fasse quand même un petit rappel de ce qui s'était passé avant. Donc en fait, quelle était la physique à la fin du XIXe siècle, donc juste avant l'avènement de ces nouvelles révolutions. Et donc, en fait, finalement, à la fin du XIXe siècle, les gens pensaient que la physique s'est terminée. Donc, on a tout compris. Il y a notamment la mécanique newtonienne qui était tout à fait comprise, donc, en fait, qui décrit donc, le mouvement des astres, par exemple, ici, les planètes dans le système solaire, ou bien, effectivement, le fameux mouvement des pommes, ici revisité par Gottlieb. Il y a une deuxième théorie qui était effectivement aussi déjà bien établie, c'était celle de l'électromagnétisme qui est intimement lié au nom de Maxwell. Donc en fait, l'électromagnétisme, c'est une unification de deux théories qu'il y avait avant, donc celle décrivant l'électricité telle que vous l'avez en fait, voilà, dans vos lignes de courant, dans vos maisons, et celle du magnétisme, donc en fait, effectivement, les aimants, la physique des aimants, etc. Et donc en fait aussi, cette théorie, elle est responsable de tout ce qui est en fait la lumière. Donc en fait, la lumière, aujourd'hui, on va le revisiter aussi, c'est une onde électromagnétique. Et donc, en fait, effectivement, j'ai trouvé aussi les premières applications de cette lumière en fait, artificielle, donc la lumière électrique, l'éclairage électrique, effectivement, à Paris, qui est arrivé en fait en 1878, à l'occasion de l'exposition universelle qui avait lieu donc, à Paris. Il y avait déjà en fait l'éclairage public, mais c'était à base de gaz, donc en fait il y avait les becs de gaz, mais en fait là c'était la première fois que l'éclairage public était à base donc d'électricité. Et la troisième théorie, peut-être un peu plus complexe, c'était donc la thermodynamique, c'est-à-dire c'est la théorie qui décrivait tout ce qui était en fait phase gazeuse,
une physique à beaucoup de particules, beaucoup d'atomes qui se retrouvent en fait effectivement dans un gaz. Et il y avait une théorie qui était tout à fait satisfaisante, qui était la théorie cinétique, qui était en fait en quelque sorte un ensemble de particules qui sont régies par la mécanique newtonienne. Et donc en fait il faut juste voir comment l'ensemble de ces particules vont se manifester. En fait, et ça c'est la théorie qui est à la base, par exemple, en fait, de la compréhension et de l'avènement des moteurs, comme les moteurs qu'on a d'abord qu'il y avait dans les moteurs à vapeur, par exemple le train, le chemin de fer quand il est arrivé, les bateaux à vapeur, etc. Okay, donc ça c'était à peu près effectivement l'état des lieux de la fin du 19e siècle. Et en fait, à ce moment-là, Kelvin, qui était un très grand physicien de la fin du 19e siècle, il a fait en fait un discours à la Société royale des sciences à Londres. En fait, c'était écrit, effectivement, son discours, il a été écrit. Donc ça avait lieu vraiment en 1900, le 27 avril. Et il a dit, en fait, effectivement, la beauté de la théorie dynamique, donc en fait, toute la physique qu'on connaissait à la fin du 19e siècle, qui pose que la chaleur et la lumière sont des modes du mouvement, est actuellement obscurcie par 2 nuages. Il y avait juste 2 petits nuages en fait, de cette compréhension en fait, de la physique à la fin du 19e siècle. Et en fait, ces 2 nuages, c'était 2 expériences qui étaient incomprises. La première, c'était une expérience de Michelson et Morley, et je ne vais pas rentrer dans les détails de cette expérience. Ce qu'ils ont essayé juste de faire, pour vous donner un petit aperçu, ce qu'ils ont essayé de faire, ils ont essayé de mesurer la vitesse de la lumière et voir effectivement si la loi d'addition des vitesses est toujours valable. Donc la loi d'addition des vitesses, c'est simplement, c'est-à-dire si je vois par exemple un bonhomme qui se déplace sur un train, s'il se déplace dans le train avec une vitesse ici V2, si je suis à l'extérieur de ce train, donc la vache qui regarde passer les trains, donc la vache, elle va voir une vitesse quand même beaucoup plus grande. Cette vitesse du bonhomme, ça va être en fait l'addition des vitesses, la vitesse du bonhomme par rapport au train, plus effectivement la vitesse de ce train. Okay. Bon, pour la lumière, c'est à peu près pareil. On savait déjà que la lumière, donc c'était une onde. Ce n'est pas un bonhomme qui se déplace, mais c'est quelque chose d'un peu plus complexe. Et je vous donne une petite animation ici dont je vais beaucoup me servir. Vous voyez effectivement ici une onde qui est excitée sur l'eau. Et vous voyez effectivement que cette onde se propage avec une certaine vitesse. Si vous regardez par exemple, en fait, effectivement, un maximum ici, une onde, par exemple le creux ou un maximum de cette onde-là, elle va se déplacer avec une certaine vitesse. Et donc, en fait, effectivement, si je faisais cette expérience à nouveau sur le train, donc, en fait, dans une direction, cette onde se déplacerait effectivement avec une vitesse qui serait celle en fait, du train, plus en fait, la vitesse intrinsèque de la propagation de cette onde. Et donc, en fait, effectivement, les physiciens de la fin du 19e siècle, ils avaient déjà compris une chose, en fait, c'est-à-dire avec cette analogie avec une onde de surface de l'eau, il faut avoir un support. Contrairement effectivement à ce bonhomme, cette onde-là, elle a besoin d'un support quelque part. Ici, ce serait en fait le lac, l'eau du lac. Donc en fait, cette onde doit se propager dans un milieu et surtout, elle n'est pas localisée. Elle est quelque part délocalisée ici sur toute la surface de l'eau. Et de la même manière, en fait, les gens pensaient à la fin du 19e siècle que l'onde électromagnétique qui est la lumière se propagerait de la même manière dans un support. Ce support-là était un peu mystique, donc ils l'ont appelé l'éther. L'éther, donc il y avait toute une théorie de l'éther. Et donc en fait, ce que Michelson et Morley ont essayé de faire, ils ont essayé de mesurer la différence de vitesse, si la différence de vitesse de la lumière qui se propage le long de l'équateur, donc où il faut a priori rajouter la vitesse de la rotation de la Terre, si cette vitesse-là de la lumière était différente, en fait, la vitesse de la lumière dans la direction qui relie en fait le pôle nord et le pôle sud.
Okay. Et donc, en fait, cette expérience-là, encore une fois, je ne vais pas vous expliquer comment elle a été faite, elle était négative. Donc, ils ont vu en fait que la vitesse de la lumière dans la direction de la Terre, de la rotation de la Terre, était exactement la même que la vitesse perpendiculaire à la rotation de la Terre. Et donc, en fait, effectivement, c'était aussi la mort de cette théorie qui était l'éther. Et aujourd'hui, effectivement, on sait aussi, à cause des équations de Maxwell, que en fait, la propagation d'une onde électromagnétique n'a pas besoin de support. C'est-à-dire, en fait, c'est les champs électriques et magnétiques qui s'entretiennent entre eux, en quelque sorte. Ok, avant de continuer, je vais juste vous proposer aussi, chaque fois qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair, vous pouvez m'interroger, m'interrompre, et donc, en fait, c'est pas la peine en fait qu'on récolte toutes les questions jusqu'à la fin. Vous avez tout à fait en fait le droit de poser des questions pendant ce petit séminaire. Donc voilà, vous manifestez s'il y a des questions. Donc voilà, le deuxième nuage de Kelvin, c'était une expérience plutôt maintenant de thermodynamique, donc de la physique des gaz particulières, c'est les gaz des molécules diatomiques. La plupart en fait, des gaz sont effectivement des molécules diatomiques. Et en fait, voilà une molécule diatomique, comme indique le nom, c'est une paire d'atomes qui sont liés en fait par une colle que je ne vais pas spécifier ici. Et donc, en fait, la théorie de la thermodynamique, la théorie des gaz cinétiques des gaz, indique en fait cette énergie qu'on peut mesurer via ce qu'on appelle la chaleur spécifique. En fait, c'est en quelque sorte la capacité d'un système de transporter l'énergie sous forme de chaleur. En fait, cette théorie cinétique des gaz prédit qu'en fait, cette énergie, elle doit être 5 fois kBt, 5 fois la température, elle va changer avec la température, T ici. Il y a une constante devant qu'on appelle la constante de Boltzmann, divisée par 2. Et pourquoi en fait ce nombre-là? En fait, il n'est pas tout à fait correct, c'est 7 sur 2 en principe, mais en fait, je vais passer un mode ici sous le tapis. C'est simple, en fait, c'est kBt divisé par 2 par un mode actif, en quelque sorte. Donc, quels sont les modes de déplacement dynamique d'une molécule? En fait, la molécule peut, comme un ensemble, donc se déplacer, ça c'est ma molécule diatomique, elle peut se déplacer selon les 3 dimensions de l'espace, donc là, ou là. Donc en fait, ça fait 3, on appelle ça aussi 3 degrés de liberté, 3 modes. Mais en plus, effectivement, cette molécule, elle peut aussi tourner soit dans cette direction-là, donc autour de son axe, ici, pardon. Donc là, autour de cet axe-là, et autour de l'axe perpendiculaire. Elle ne peut pas tourner ici autour de cet axe-là, parce qu'en fait, on peut considérer qu'en fait, les atomes sont vraiment des points, et donc en fait, ce mode-là, il est pas présent. Donc 3 plus 2 modes, ça fait 5 modes, et en fait, la théorie des gaz dit effectivement, chaque mode contribue kBt sur 2. Alors qu'en fait, ce qui a été mesuré à basse température, c'est 3 kBt sur 2. Donc il manquait quelque chose, et effectivement, cette chaleur spécifique qui est liée à cette énergie, c'est 3 fois kBt sur 2, j'ai oublié les 2 ici. Donc il manquait quelque chose, ils ne comprenaient pas ça. Et donc en fait, ces petits 2 nuages donc de Kelvin se sont développés en un véritable ouragan. Donc j'appelle ça l'ouragan de Kelvin. Et donc en fait, était à la base de 2 théories nouvelles, la mécanique quantique d'un côté et la relativité de l'autre. Et je ne vais pas pouvoir vous faire, bien évidemment, un cours sur ces 2 théories, même de manière vulgarisée, on serait encore ici à 3 heures du matin. Donc je vais juste vous donner quelques aperçus qui seront nécessaires aussi en fait, pour la physique des matériaux après. Okay. Donc la relativité, en 2 mots, c'est lié effectivement à la mécanique classique pour le moment. Donc en fait, vous connaissez à peu près effectivement la mécanique. Ceux qui ont fait un bac
scientifiques parmi vous savent effectivement que, par exemple, donc, en fait, il y a quelque chose qu'on appelle la quantité du mouvement. C'est le produit entre la masse et la vitesse d'un objet. Ici, par exemple, une voiture. Donc, la quantité du mouvement, ben voilà, en fait, c'est la masse de la voiture m fois sa vitesse. Et en fait, cette quantité du mouvement donne lieu aussi à une énergie cinétique. Donc, l'énergie cinétique, ben, ça va être en fait le carré, en gros, de cette quantité du mouvement divisée par 2 fois la masse. Ça se représenté ici sur ce graphe-là. Donc, en fait, quand vous tracez effectivement l'énergie en fonction de cette quantité du mouvement, en fait, vous allez obtenir une parabole. Bon, c'est ce qui est écrit effectivement là. Donc, en fait, autant que la quantité du mouvement augmente, l'énergie augmente, mais en fait, la relation entre les deux, c'est parabolique. Et il se trouve en fait que voilà, ça a une limite. Et c'est plus valable, effectivement, lorsqu'on s'approche de la vitesse de la lumière. Et donc, en fait, le premier à avoir compris ça, alors qu'en fait, c'était déjà, ça c'est un des petits miracles, en quelque sorte, c'était déjà implicitement dans les équations de Maxwell. Donc, en fait, les gens du 19e siècle avaient déjà tout à la main pour, en fait, décrire la relativité, mais il a fallu, en fait, attendre 1905. Et ce gaillard-là, donc Albert Einstein, qui est bien évidemment un physicien relativement connu, donc il a compris effectivement qu'il y a une vitesse maximale qui ne peut pas être déplacée. C'est la vitesse de la lumière. Et en plus, effectivement, cette vitesse, elle est constante dans n'importe quel référentiel. Référentiel, ça veut dire effectivement, il est défini par exemple en fait, par un observateur. Je peux me mettre ici, je vois passer le train, donc en fait à ce moment-là, je suis le référentiel de Marc-Oliver Gürbig. Okay, et je mesure effectivement la vitesse du train et je peux mesurer aussi la vitesse de la lumière et je vais trouver en fait une vitesse qui est donc en fait la vitesse de la lumière. Alors qu'en fait, si j'étais dans le train, qui est un mouvement par rapport à moi, un deuxième expérimentateur, on va prendre Fabrice par exemple, Fabrice Perth, qui est vraiment un expérimentateur contrairement à moi qui suis théoricien, donc il va mesurer la même vitesse. Peu importe qu'en fait, effectivement, que le train, il se déplace par rapport à moi. Donc, en fait, dans les deux référentiels, ici, fixes, et dans le train, en fait, on va mesurer la même vitesse. Ce qui était effectivement, assez fort de café à l'époque. Et donc, en fait, effectivement, à ce moment-là, la relation entre l'énergie et la quantité du mouvement, P, ici, elle est plus aussi simple que ça, c'est plus parabolique, mais en fait, ça a cette forme beaucoup plus compliquée. C'est la racine de la masse au carré fois la vitesse de la lumière, la puissance 4, plus la quantité du mouvement au carré fois la vitesse de la lumière au carré. Et donc, en fait, quand on a une formule relativement compliquée comme celle-là, nous, en tant que physiciens, qu'est-ce qu'on fait? On essaie effectivement, pour comprendre ce qui se passe ici, on essaie de comprendre des limites. Donc, on peut regarder, par exemple, la limite où la particule, la particule qui est donc relativiste, elle est au repos. C'est-à-dire si elle n'a pas du tout de quantité du mouvement. Donc, à ce moment-là, en fait, elle a néanmoins une énergie qui est donnée par mc carré. Donc, probablement la formule de la physique la plus connue au monde, c'est E est égal à mc carré. Donc, tout le monde le répète, le met sur ses t-shirts, etc. Et bien, en fait, effectivement, c'est juste cette limite de repos, la masse au repos, en fait, de cette relation-là. On peut aussi se mettre dans une autre limite, là où cette fois-ci, la masse, elle est nulle. Il y a effectivement des particules qui se comportent comme ça. Des photons, c'est en fait, pour les physiciens, c'est des petites particules de lumière, et je vais revenir un peu là-dessus, ou des neutrinos, même si aujourd'hui, en fait, ce n'est pas si juste que ça. On sait que les neutrinos, ils ont une petite masse. En revanche, effectivement, si je mets dans cette formule m est égal à 0, donc 0 masse, donc à ce moment-là, en fait, je vais avoir une relation entre l'énergie et la quantité du mouvement qui est simplement linéaire, et qui est lié en fait par la vitesse de la lumière. Donc c'est plus parabolique, mais c'est linéaire. Donc les formules disent quelque chose, rien ne vaut un bon graphique. Donc en fait ici, je vous ai tracé en fait la parabole effectivement pour en fait le lien entre l'énergie et la quantité du mouvement dans les cas classiques, non relativistes. Donc c'est des vitesses qui sont faibles par rapport à C, ou des vitesses proches de la vitesse de la lumière. Donc si la particule elle se déplace à très grande vitesse, donc à ce moment-là, le lien il est quasiment linéaire entre l'énergie
et la quantité du mouvement. Ok, donc en fait, voilà, je vous ai fait quelque chose que je ne devrais pas faire en tant que professeur, en tant qu'enseignant. Donc je vous ai balancé en fait des termes, des concepts. Donc la quantité du mouvement et l'énergie sont en fait effectivement dire pourquoi est-ce que je m'intéresse à ces quantités-là, alors qu'en fait, voilà, pourquoi pas la vitesse? Donc la vitesse, c'est quelque chose qui est beaucoup plus intuitif en fait au quotidien. Pourquoi en fait est-ce que cette quantité-là, ces quantités, la quantité du mouvement, qui était dans le cas classique justement simplement le produit entre la masse et la vitesse, pourquoi est-ce que ça c'est plus important que la vitesse elle-même et de même en fait cette énergie? Et bien en fait effectivement il y a une raison profonde. C'est en physique on cherche en fait des quantités qui sont conservées. Donc les particules peuvent bouger, peuvent subir des chocs, mais en fait, effectivement, il y a quelque chose qui reste conservé. Et dans ce cas-là, en fait, c'est l'énergie et aussi la quantité du mouvement total. Et donc, il y a quelque chose de profond derrière, ce qu'on appelle une symétrie. Dans notre cas, en fait, c'est effectivement l'homogénéité de l'espace, ce qui veut dire, en fait, simplement que les lois de la physique sont aussi bien valables ici qu'à l'extérieur de la salle de cours. Et de la même manière, en fait, effectivement, l'énergie est conservée parce qu'en fait, aujourd'hui, les lois de la physique sont tout aussi valables que d'ici 1000 ans. Et donc, en fait, cette homogénéité de l'espace et du temps donne lieu en fait, à des quantités conservées et se trouve, en fait, c'est des quantités, voilà, c'est cette quantité du mouvement et l'énergie. Et pour le mettre en évidence, puisqu'en fait, on est en vacances, je vais faire une expérience en tant que théoricien. J'espère qu'elle va marcher. Parce qu'en fait, les théoriciens, ils ont la réputation de faire foirer vraiment toutes les expériences qui sont toutes les expériences possibles. On dit sur Pauli, par exemple, en fait, qu'il suffisait qu'il passe par une ville et donc en fait les expériences ne marchaient plus, même s'il n'a pas mis un pied dans ce laboratoire. Bon, vacances, pétanque. Okay. Il m'en manque le Ricard, mais ça serait pour après. Donc en fait, voilà, ici j'ai mes 2 boules de pétanque, okay. Et donc la première elle est au repos, et je laisse en fait effectivement, je fais une petite expérience où donc en fait je bascule l'une contre l'autre. Je peux le faire aussi dans le sens inverse, c'est peut-être plus facile. Et vous voyez effectivement que, ben en fait là, la première boule elle donne une sorte d'impulsion effectivement à la deuxième. Okay. Alors qu'en fait, c'est voilà, donc là, en fait, les boules, normalement, s'ils sont bien, et si je n'ai pas triché, devraient avoir le même poids, la même masse. Je peux aussi prendre le cochonnet. Ben, en fait, je l'envoie à la même vitesse. Bon. C'est impressionnant. Donc voilà. Vous voyez effectivement qu'il y a quelque chose qui change fondamentalement ici. Donc en fait, la masse du cochonnet n'est pas suffisamment grande pour faire bouger donc l'autre boule, la boule de pétanque. Et effectivement, la raison pour ça, c'est effectivement la différence de masse. Et donc en fait, effectivement, lors de ce processus, l'impulsion elle est conservée. Donc ce qu'on voit bien en fait, parce qu'ici, le cochonnet rebondit. Il revient en arrière. Bon, enfin, il y a du frottement, mais c'est pas très... En revanche, en fait, si je le fais avec l'autre boule, ben, en fait, les deux vont à la même vitesse. C'est même une vitesse A. Ils vont aller dans la même direction. Normalement, en fait, elles devraient s'arrêter, mais je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Bon. Voilà. C'est la petite expérience, effectivement, de théoricien. Hop. Ah non, c'était là. Et on revient sur les planches. Donc en fait, voilà pourquoi, en fait, effectivement, ces quantités-là nous importent plus que, par exemple, en fait, la vitesse, parce que ce sont des choses qui sont conservées et avec lesquelles je peux décrire, en fait, mon système physique. Eh bien, en fait, donc ça, c'était la relativité en 2 mots. Maintenant, la mécanique quantique. Il y a une base, effectivement, c'est la dualité onde de particules. Vous voyez effectivement ici, à nouveau, en fait, l'onde. Donc l'onde se propage,
Et pour la décrire, en fait, vous voyez déjà qu'il y a une vitesse. Et bien, en fait, il y a deux autres choses, effectivement, pour la décrire. Il y a la vitesse, effectivement, de propagation donc d'un creux, par exemple, de l'onde. Mais vous voyez aussi, en fait, il y a deux autres choses. Il y a, en fait, la distance entre deux creux, par exemple. On appelle ça la longueur d'onde, ici en bleu, lambda. Okay. Et, bien évidemment, si je reste, par exemple, ici, quelque part, accroché, j'ai par exemple une jauge ici, une tige qui sort de l'eau, et si je regarde en fait juste la hauteur, on appelle ça l'amplitude de mon onde, ben, je vois en fait qu'elle oscille. Et elle oscille avec une fréquence, qu'on appelle une fréquence. Donc je mesure le temps entre deux creux de la vague, ou deux maxima de la vague, et donc en fait ce temps-là, l'inverse, me donne la fréquence. Okay. Et donc on sait de la physique des ondes que le lien entre la fréquence et la longueur d'onde, c'est passé précisément en fait la vitesse de propagation de cette onde-là. Okay. Mais il y a autre chose encore aussi. Donc quand on fait cette expérience, donc je vous ai dit là c'est juste de l'eau, et la lumière, c'est une onde. Et donc pour mettre en évidence que en fait effectivement la lumière est une onde, il y avait en fait même déjà au temps de Newton, il y avait un débat énorme sur la nature de la lumière. Newton, qui était un matérialiste qui pensait en fait la lumière c'était de la matière, c'était des particules, et Huygens il lui a dit attends là en fait non la lumière en fait c'est une onde. Qui est-ce qui avait raison? On va le voir. Donc pour le faire, en fait, on va faire une autre expérience, j'espère qu'elle va aussi marcher. Donc on va envoyer de la lumière sous forme de laser, donc en fait ce petit machin-là, une lumière verte, mais peu importe. On va l'envoyer sur deux ouvertures parallèles, donc par exemple là, les deux fenêtres à côté. Ben, en fait, maintenant je vais demander à ceux qui ne sont pas physiciens, donc à quoi est-ce que vous vous attendez? Donc si vous êtes à peu près sain d'esprit, sur l'écran, à quel motif est-ce que vous vous attendez? Donc, j'envoie ici la lumière sur deux fentes comme ça. Et donc, est-ce que quelqu'un pourrait me dire quelle va être l'image de la lumière transmise par ce dispositif? Quelqu'un sain d'esprit, je veux dire, hein? Pas un physicien. Donc, une petite idée. Qui n'est pas physicien? Voilà. Oui, alors, qu'est-ce que vous dites? Donc, en fait, voilà. Deux fentes comme ça. Voilà, vous êtes sain d'esprit. On va faire l'expérience. Hein? Non, mais il y en a deux, là. Ah oui, en fait, le laser, en fait, le spot du laser, il est plus grand que la distance entre les deux. Voilà. Est-ce que vous pouvez venir? Vous êtes cobaye. Et donc, en fait, pour voir que je ne triche pas, vous voyez, en fait, ici, j'ai mis deux fentes dans un ticket de métro, parce que je suis parisien. Donc voilà, vous le voyez. Et donc là, j'ai mon laser. Et donc, en fait, je vais l'illuminer. Et donc, en fait, vous me dites ce que vous voyez de l'autre côté. Vous approchez et vous dessinez peut-être, en fait, effectivement, ce que vous voyez. Après, pas sur l'écran là, mais sur le tableau. D'accord. Qu'est-ce que vous voyez? Alors, je regarde bien avant pour être sûr de mon coup. Donc, je vais pouvoir un petit peu comme ça. Ouais. Avec des petits trucs de chaque côté. Voilà. Voilà. Puis on Oui, oui, là, c'est un peu plus grand. Très bien, merci. C'est ça. Alors, ah oui, merci. Effectivement, c'est ce qu'on voit. Et donc, en fait, quelque chose de très différent, en fait, à quoi on s'attend naturellement. Est-ce que quelqu'un maintenant sait ce que c'est? Donc, en fait, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Comment est-ce qu'on appelle ce phénomène? Donc, en fait, c'est un phénomène physique. Maintenant, est-ce qu'il y a des scientifiques parmi les enfants?
Ça s'appelle en fait une interférence. Donc ça, c'est un phénomène très important, effectivement, des ondes. Et on va le voir à nouveau aussi. Ça existe aussi avec une onde de surface sur l'eau. Donc en fait, cette fois-ci, il agite les deux balles en même temps. Donc c'est en fait comme si à chaque endroit de ma fente, j'ai à nouveau une source de lumière qui se propage aussi de manière circulaire. Et vous voyez ici, effectivement, il y a donc des ondes d'ombre et des ondes d'augmentation en fait, effectivement, de la vague. Ça vient du fait, ça on peut le comprendre effectivement de la manière suivante. Donc vous avez maintenant c'est pas l'image, mais c'est en fait la double fente. Okay. Donc ici, à chaque endroit, vous avez donc une source de lumière, et donc en fait, à certains angles, le creux de ma première vague peut rencontrer un maximum de l'autre. Et qu'est-ce qui va se passer? En fait, ça va s'annihiler. Comme ça oscille à la même fréquence, ça reste en fait plat. Donc ça, c'est en fait les ondes d'ombre dans notre lumière, ici, que mon cobaye a bien dessiné. Et donc, mais il y a aussi d'autres angles où finalement, les deux ondes, les deux creux de l'onde vont se superposer. On appelle ça une interférence constructive par rapport à une interférence destructive. Et donc, à ce moment-là, l'onde est amplifiée. Et donc, à ce moment-là, vous avez une onde plus grande, avec une amplitude plus grande. Et donc, traduit en lumière, ça veut dire que c'est des spots qui sont plus lumineux. Donc, en fait, ça, c'est une preuve de la nature, on dit nature ondulatoire de la lumière. Donc, ça veut dire qu'en fait, Newton, c'est raté. Huygens, il avait raison. La lumière, c'est une onde. Mais en fait, c'est pas si simple que ça. Einstein, en 1905, dit la lumière peut néanmoins se comporter aussi comme une particule, on dit de manière corpusculaire. Donc, il est le premier à l'avoir peut-être le premier à l'avoir compris au niveau donc, de ce qu'on appelle l'effet photoélectrique. Photovoltaïque, c'est autre chose, ouais. Et donc, en fait, c'était lié à Max Planck, dû à Max Planck, qu'on a compris, en fait, effectivement, qu'il y a un lien entre l'énergie et cette fréquence. Donc, je ne savais pas exactement comment ce lien était. Donc, dans son désespoir, il a dit H. Donc, en fait, il y a une proportionnalité entre l'énergie et la fréquence. Je l'appelle H. H en allemand, ça veut dire Hilfe, donc c'est à l'aide. Donc c'est une quantité auxiliaire. Donc s'il avait été français, il aurait peut-être mis A, à l'aide. Donc c'est devenu la constante Planck, sauf que ça s'appelle toujours H. Donc quantité auxiliaire, donc, qui est maintenant à la base vraiment de la physique quantique. Et en fait, c'est la même quantité H, la même quantité, qui lie aussi en fait la longueur d'onde à l'impulsion de de l'onde. C'est-à-dire, en fait, on trouve ici deux quantités que j'avais déjà introduites effectivement vis-à-vis des particules. Les particules sont données, en fait, sont décrites par une énergie et par une impulsion. Et donc, en fait, maintenant, Einstein et Planck, ils ont attribué, en fait, effectivement, une énergie et une impulsion aussi à cette onde, ou ce qui était, en fait, avant une onde. Voilà, rentrer. Il y a plein de places aussi encore là, vous pouvez vous mettre. Et donc, en fait, on peut se poser la question, est-ce que le contraire, il est valable aussi? C'est-à-dire, si les ondes ne sont finalement pas des ondes, mais parfois aussi un peu des particules, est-ce que les particules peuvent être aussi des ondes? Eh bien, en fait, la réponse est oui. Et le premier de l'avoir compris, c'est cette fois-ci en français, Louis de Broglie, le prince de Broglie. Donc, en 1923, c'était sa thèse de physique. En fait, grosso modo, en fait, c'est pas juste. En fait, à l'époque, en fait, pour les travaux de thèse, ils ont quasiment tous eu un prix Nobel. Hein. Donc, bref, il lit et son prix Nobel, en fait, c'est énervant. Donc, il remplace en fait juste cette équation-là. E est égal à h fois nu. Je peux aussi dire nu est égal à E sur h. Hein. Lambda est égal à h sur p. Et donc, à ce moment-là, ma particule, elle a une fréquence, comme une onde, et une longueur d'onde,
comme l'indique le nom, comme une onde. Donc ça c'est bien, ça c'est la théorie, il était un théoricien. Il a envoyé, en fait son directeur de thèse, qui était Paul Langevin, il a envoyé donc la thèse à Albert Einstein, qui l'a félicité, il a tenu à féliciter De Broglie pour, en fait, il a levé un petit bout de voile de cette nouvelle physique, effectivement, il a raison. Quelques années plus tard, en fait, ces trois personnes ici, donc Davison, Germer et Thomson, ils ont fait une expérience où, effectivement, ils voyaient des franges d'interférence avec des électrons. Donc, ils ont fait exactement la même expérience, parce qu'en fait, donc là, en fait, vous avez déjà peut-être, vous avez dit, en fait, on est sain d'esprit, donc en fait, si j'envoie de la lumière, je vais trouver effectivement cette image-là derrière ma fente, ma double fente. Si je vous avais demandé en fait la distribution du nombre de particules que j'envoie en fait par cette double fente, et je vous ai dit en fait la réponse est ça, vous m'auriez pas cru. Mais en fait, effectivement, si. Ici, il y a par exemple une expérience qui a été faite. Ils ont envoyé des dizaines, voire des centaines de milliers d'électrons sur un écran. Donc, à faible exposition, il y avait juste quelques impacts, comme on s'y attend naturellement, puisque les électrons sont des particules. Donc, en fait, vous avez quelque chose de granuleux. Mais déjà, en fait, à partir d'un certain moment, même si ça reste granuleux, vous arrivez à voir ici une structure sous forme de franges d'interférence, comme on s'y attend pour des ondes de lumière. Et donc, en fait, c'est vraiment une dualité, et c'est cette dualité qui est à l'origine, effectivement, de la mécanique quantique. Là, je vais avoir deux transparents. Ah oui, non, en fait, je vais vous passer une petite animation que je trouve très jolie, qui en plus est issue de travaux de notre laboratoire. Donc, il y a un groupe de vulgarisation qui essaie de synthétiser ça. Je vous donne aussi en fait les pages web, en fait, vous pouvez le voir. Donc ça, c'était avec des particules. Vous envoyez, en fait, vous mitraillez en fait cette double fente avec des particules. Vous avez trouvé en fait des impacts qui sont à peu près repartis sous deux lobes. Avec l'onde, vous avez compris, maintenant il y a les franges d'interférence, comme vous l'avez vu avec mon laser. Et maintenant, il y a une particule quantique qui est un peu les deux. Okay, donc en fait, elle se déplace aussi d'abord comme une onde, mais à un moment donné, on mesure sa position et ça devient un impact, effectivement ponctuel. Et on en voit plusieurs. Donc on parle du réduction du paquet d'ondes, de la fonction d'onde associée à cette particule. Et la fonction d'onde, je vais l'introduire un tout petit peu plus tard. Donc en fait, vous refaites cette expérience où vous trouvez en fait des franges d'interférence. Et en fait, déjà, tout au début de la mécanique quantique, il y a des malins qui ont dit, mais en fait, si je regarde aussi par où ça passe, je pourrais avoir à la fois l'aspect, ça ne marche pas, donc à ce moment-là, je sais que c'est des particules, mais effectivement, à ce moment-là, ils se comportent comme des particules, c'est-à-dire juste l'observation pour savoir en fait par quelle fente la particule passe, détruit en fait cette interférence. Ça s'appelle en fait les inégalités d'Heisenberg, mais je ne vais pas discuter ça plus en détail. Donc en fait, c'est juste une petite animation qui résume cette physique inhabituelle. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Bon, donc en fait, à ce moment-là, des maths. Okay, désolé. Voilà, donc en fait, comment est-ce qu'on décrit ça? Vous avez déjà vu, en fait, effectivement, une onde, c'est quelque chose qui se propage dans l'espace. Et donc, Schrödinger, il a essayé, effectivement, en 1926, d'écrire aussi, en fait, la particule par une onde. Donc, c'est une amplitude, ici, psi. Il y a aussi ce qu'on appelle une phase. Donc, en fait, c'est une fonction qui est complexe, pour ceux qui savent ce que c'est. Pour ceux qui ne le savent pas, on oublie. Donc, qui vit, en fait, dans l'espace x, la position, et à un instant t. Okay, et donc, en fait, en quelque sorte, il faut que quand même je retrouve mon lien. Déjà, pour le moment, on est dans un cas non relativiste entre l'énergie et la quantité du mouvement. Et donc, en fait, Schrödinger, il a eu l'idée. Donc, en fait, cette fonction d'onde-là doit avoir certaines propriétés qui étaient déjà connues grâce à De Broglie. Et donc, en fait, effectivement, pour obtenir l'énergie, donc en fait, à ce moment-là, il faut que je mesure la variation de cette fonction d'onde qui décrit donc ma particule par rapport au temps.
Une variation par rapport au temps, mathématiquement, c'est la dérivée par rapport au temps. Okay. Il y a un i ici, c'est un i imaginaire, donc pour montrer que c'est un i complexe, une valeur complexe. Et h bar, c'est la même chose qu'h, divisé par 2pi. Donc c'est h. Donc, peu importe, vous n'avez pas à vous embêter avec le bar ici. Donc en fait, ça reste la constante de Planck. Et de la même manière, l'impulsion d'une onde, ben, en fait, est liée à la variation spatiale de ma fonction d'onde. Et qui dit variation spatiale dit dérivée de la fonction par rapport donc, à la position. Et donc, effectivement, Schrödinger, il a l'équation de Schrödinger, que je ne vais pas écrire ici, s'obtient en remplaçant E par effectivement cette dérivée temporelle et P par cette dérivée par rapport à la position. Donc ça, c'est très bien. Schrödinger, en fait, effectivement, il travaillait déjà pendant assez longtemps sur ce problème parce qu'il connaissait bien les ondes, etc. Et des équations à dérivée partielle. Et donc, en fait, il s'est cassé la dent, d'abord, parce qu'il était déjà au courant de la relativité. Il savait qu'en fait, cette relation, elle n'est pas valable. Quand entre l'énergie et la quantité du mouvement, si je vais à des grandes vitesses, ben, en fait, on a compris, effectivement, que la relation entre eux et la quantité du mouvement, c'était ça. Et en fait, il s'est cassé les dents, parce qu'en fait, là, ce n'est pas très, très joli. Si vous voulez remplacer, effectivement, E et P par des dérivés, bah donc à ce moment-là, on aura une dérivée sous la racine, et ça, c'était pas très, très joli. Aujourd'hui, mathématiquement, on arrive à le traiter, mais en fait, à l'époque, les mathématiques n'étaient pas encore aussi développées. Et donc Dirac, il avait peur de rien. Il vient en fait avec ce qu'on appelle maintenant le truc de la racine farfelue. Donc la racine l'embête, il l'enlève. Okay. Donc la racine de m carré, c'est m. La racine de c puissance 4, c'est 2, c carré. Okay, donc ce c carré ici. La racine de c carré, c'est c. La racine de p carré, c'est p. Donc E est égal à mc carré plus cp. On revient sur alpha et bêta, mais en fait, effectivement, c'était le mois du bac, là, il y a 2 mois. Si vous aviez fait ça, effectivement, lors de votre bac, le résultat aurait été ça. Hein. Donc, si c'est Dirac, la récompense, c'est le prix Nobel. Et donc, en fait, effectivement, il a quand même compris mathématiquement qu'il y a un petit prix à payer. En fait, c'est ces quantités, bêta et alpha, qui sont des objets mathématiques qui étaient qui n'étaient pas encore très familiers à l'époque. Aujourd'hui, on appelle ça des matrices. Et donc, en fait, effectivement, le prix pour son truc de la racine farfelue, c'est qu'en fait, effectivement, il fallait qu'il introduise quelque part dans cette équation des matrices, plus précisément des matrices 4 x 4. Donc, en fait, c'est des matrices... Donc, une matrice, ce n'est pas un nombre, donc en fait, c'est un ensemble donc, où il y a des entrées ici, A, B, C et D. Donc, en fait, il y en a aussi A', 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 etc. Donc, en fait, c'est un ensemble donc, mathématique à ce moment-là, de 16 entrées, qui ont certaines propriétés, mais peu importe. Sauf qu'en fait, si j'applique ça à une fonction comme celle-là, bah, il faut qu'en fait, cette fonction ait aussi 4 composantes. Je ne vais pas vous le montrer, on ne va pas faire des maths ici. Et donc, en fait, effectivement, il y a 4 composantes qu'il fallait après, parce qu'en fait, c'est bien de faire des maths, c'est bien de faire la théorie, mais en fait, ce qui compte, c'est la physique après. C'est-à-dire, on veut décrire une physique. C'est-à-dire, ces composantes doivent correspondre à une réalité physique. Et c'est quoi cette réalité physique? En fait, Dirac, il avait déjà compris, il y a quelque chose comme des antiparticules. Donc, en fait, il y a des solutions d'énergie négative dans son équation, donc, en fait, qui ont une énergie négative. C'est aussi... Au début, en fait, avant le prix Nobel, vous voyez, en fait, le prix Nobel, c'était quand même en 1933. On l'a traité à nouveau d'abruti, mais en fait, en tant que physicien, on a l'habitude. Mais en fait, effectivement, la réalité est venue après. Effectivement, c'est Anderson, en 1932, il a découvert la particule qui correspond donc, en fait, à cette solution d'énergie négative qu'on appelle aujourd'hui des antiparticules. Pour l'électron, ça s'appelle le positron. Okay. Donc, en fait, effectivement, il a, en quelque sorte, aujourd'hui, on va dire, il a fait une prédiction, et cette prédiction a été effectivement réalisée après, via la découverte de cette nouvelle particule qui s'appelle le positron.
Effectivement, donc en fait, pour mettre en évidence toutes ces particules, en fait, il y a cette équation de Dirac, elle peut décrire aussi d'autres particules encore. Ce sont des particules des hautes énergies, et pour les mettre en évidence, parce qu'ils ont souvent en fait un temps de vie qui est très très faible, très court. Donc en fait, on construit des grosses machines qu'on appelle des accélérateurs de particules. Typiquement, on accélère par exemple des protons. Donc ce sont des noyaux de l'atome de l'hélium, où on a enlevé l'électron. On peut aussi accélérer des électrons. Et on les fait collisionner. Et donc, en fait, dans le débris de ces collisions, on trouve typiquement de nouvelles particules. Et donc, en fait, tout ça, ça s'appelle la physique quantique relativiste, ou pour certains aussi la théorie quantique des champs, qui est testée en fait dans ces accélérateurs, qui coûtent la peau des fesses. Effectivement, c'est plusieurs milliards. C'est pour ça que ce n'est pas épaulé simplement par un pays comme la France, mais c'est vraiment des collaborations internationales. Le CERN, c'est vraiment en fait une collaboration internationale, vraiment de très très grande envergure. Et bien en fait, voilà, je vous ai parlé, le but quand même, c'était les matériaux. Ben, qu'est-ce que ça a à faire avec les matériaux? Les matériaux, donc les électrons dans les matériaux ne se déplacent pas à la vitesse de la lumière, mais à une vitesse qui est beaucoup plus faible. Donc qu'est-ce que ça a à faire dans les matériaux? Et effectivement, personne n'aurait jamais pensé en fait d'appliquer cette physique quantique relativiste, l'équation de Dirac, à des matériaux. Donc s'il y avait quelques chercheurs un peu farfelus qui l'ont fait, qui sont maintenant en fait des pionniers en fait de cette physique, s'il n'y avait pas à nouveau un matériau. Et un matériau qui est arrivé, c'était le graphène. Et comme je vous ai déjà dit, en fait, les deux personnes qui ont peut-être le plus contribué à cette physique, même s'il y avait vraiment une avalanche après d'expérience en fait, de cette physique du graphène, c'est Kostianov Veselov et Andrei Geim, deux chercheurs russes qui travaillent maintenant à l'université de Manchester en Grande-Bretagne et qui ont reçu en fait le prix Nobel de 2010. Et donc la deuxième partie de mon cours, je vais voir en fait si je ne suis pas... Oula. Bon, je vais peut-être en fait juste vous donner quelques aperçus de cette physique. Ils ont reçu le prix Nobel pour les graphènes. Déjà, en fait, c'est quoi les graphènes? Les graphènes, vous connaissez plutôt le graphite. Le graphite, c'est un matériau qui est bien connu, c'est dans les mines de crayon, vous pouvez écrire avec. Effectivement, c'est le matériau le plus connu de cette famille graphitique, qu'on appelle graphitique. C'est la version tridimensionnelle en fait, du graphène, mais il y a d'autres matériaux à base de ce matériau. Déjà, en fait, le graphite peut être vu comme des couches de l'épaisseur d'un seul atome qui sont empilées. Et ces couches-là, en fait, c'est ça ce qu'on appelle le graphène. C'est la version bidimensionnelle en fait, du graphite, si vous voulez, l'épaisseur d'un seul atome. Bon, c'est comme une feuille de cigarette, donc vous pouvez enrouler. Et à ce moment-là, vous avez un nanotube de carbone. Ça, c'est déjà un peu plus connu. En fait, c'était connu avant 2005, avant le graphène même. C'est la mère de tous ces matériaux graphitiques, mais en fait, c'était le dernier des matériaux, la dernière dimensionnalité qui a été obtenue. Les nanotubes de carbone étaient déjà bien connus, en fait, sous forme unidimensionnelle dans les années 90. Et même avant, en fait, on a compris que lorsqu'on remplace ici, c'est des hexagones. Vous voyez ici, en fait, il y a un ensemble d'hexagones d'atomes de carbone qui forment cette forme de graphène. Si l'on remplace des hexagones, quelques hexagones par des pentagones, ben en fait, ça va commencer à s'enrouler sur soi-même. Ça donne en fait les fullerènes, la plus connue, en fait, les feux de baleine de C60, qui en fait qui a la forme d'un point. On parle donc de 0,2, de zéro dimensionnalité. C'est vraiment la dimension d'un point, quand même quelques nanomètres de taille, mais voilà. Et en fait, effectivement, la raison pourquoi on peut écrire avec du graphite dans les mines de crayon, c'est parce qu'en fait, il y a ce cristal, il est maintenu par, d'un côté, des liens extrêmement forts à l'intérieur de la feuille de graphène. Donc ça, c'est des liens qu'on appelle les liens covalents, qui sont extrêmement forts, extrêmement rigides, alors qu'en fait, des couches de graphène sont très faiblement liées par une interaction qu'on appelle de Van der Waals.
Et en fait, il est très facile de casser cette interaction de Van der Waals. Et donc, c'est la raison pourquoi en fait, vous pouvez écrire avec un crayon. Donc, le graphite peut être vu comme un millefeuille de feuilles de graphène, donc, pour ceux qui sont gourmands dans cette audience, comme ma fille. Donc, comment est-ce qu'on peut faire maintenant du graphène? On utilise précisément donc, en fait, ces liens faibles, qui sont les liens de Van der Waals, et donc, en fait, on prend vraiment Kostianov-Veselov et André Geim, on ne dirait pas, mais en fait, c'est deux gaillards assez bizarres, qui avaient toujours, en fait, le vendredi après-midi, c'est deux Russes aussi, un séminaire un peu décontracté, c'est-à-dire autour de la bière. Donc un séminaire, le séminaire du vendredi après-midi, et donc en fait, tout d'un coup, ils se sont dit, mais comment est-ce qu'on peut fabriquer des choses un peu nouveaux? Et il a commencé avec un ruban de scotch, il a mis une pastille de graphite, et il a replié sur elle-même, déplié à nouveau. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec la pastille de graphite? En fait, l'adhésion au scotch est plus grande que en fait, l'adhésion entre les feuilles de graphène à l'intérieur. Donc il a scindé en quelque sorte cette pastille de graphite en deux. Vous voyez ici les deux points. Ce qu'il a pu faire une fois, il peut faire ça plusieurs fois, une dizaine de fois. Et donc à ce moment-là, en fait, le scotch il devient extrêmement peu ragoûtant, disons. Et donc en fait, donc une fois qu'il a un scotch un peu, un peu sale, après ça colle. Donc il a mis en fait ce scotch sur un substrat. Ils ont mis ça sur un substrat de SiO2, de dioxyde de silicium. Et donc en fait à ce moment-là, il y a quelques mini feuillets de graphite qui restent scotchés sur ce support-là. Donc sous un microscope optique, ça a à peu près cette forme-là. Donc en fait, il y a des sortes de saletés là en fait, mais qui sont en fait des couches de graphite relativement peu épais. Plus que c'est opaque, plus c'est épais. Et donc, en fait, plus c'est bleu et transparent, moins de nombre de couches on trouve ici. Et par exemple, en fait, le graphène à l'œil nu, comme ça, on ne le voit pas. Il faut agrandir encore un tout petit peu. Et là où c'est le plus pâle, ils ont trouvé effectivement une monocouche de graphène. Donc ça, c'est typiquement effectivement, sur un substrat de SiO2. Et après, effectivement, on peut faire des expériences avec. Et ce qui est intéressant, donc là, j'ai pris un exemple donc, de ce superbe laboratoire, qui est le LPS d'Orsay, qui se trouvait le laboratoire où je fais ma recherche. C'est les meilleurs, forcément. Donc, en fait, c'est une image du groupe de physique mésoscopique chez nous. Et donc, en fait, là, on voit bien ce que c'est le graphène. En gros, c'est un film alimentaire. Vous voyez ici, en fait, le film, vraiment, il se gondole aussi un peu comme un film alimentaire, mais de l'épaisseur d'un seul atome. Et ici, il est contacté, effectivement, à des électrodes électriques. C'est-à-dire, en fait, ça, c'est des métaux. Ici, je crois que c'est du tungstène, mais je ne suis pas sûr à 100%. Et donc, en fait, passer, effectivement, du courant à travers ce film alimentaire. Donc, c'est un film conducteur. Donc, en fait, si quelqu'un vous demande ce que c'est le graphène, vous pouvez dire, en fait, effectivement, d'un point de vue qui nous intéresse ici, c'est un film conducteur. Et bon, en fait, dans la suite de cette découverte, il y avait plusieurs autres matériaux, effectivement, qu'on appelle maintenant des matériaux de Van der Waals, qui sont des matériaux en couches où les couches sont faiblement liées. Et on peut, par cette technique du scotch, enlever des couches. Bon, là, c'est très bien, mais qu'est-ce que ça a à faire avec la première partie de mon exposé? Qu'est-ce que la mécanique quantique relativiste a à faire là-dedans? Donc en fait, à ce moment-là, il faut revenir effectivement sur le lien entre l'énergie et la quantité du mouvement. Donc dans le cas non relativiste, on a quelque chose de parabolique, et dans le cas ultra-relativiste, on a quelque chose de linéaire, donc le lien entre l'énergie et la quantité du mouvement. On peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe maintenant quand on met les électrons? Donc, je vais décrire maintenant les électrons comme des particules qui se déplacent dans un cristal. En fait, je vous ai déjà dit que la quantité du mouvement est liée à une symétrie, l'homogénéité de l'espace. Bien évidemment, un cristal n'est pas homogène. Okay? Donc, il y a des points particuliers qui sont les sites des atomes. Donc, si un électron se déplace là-dedans, dans ce cristal,
il va avoir effectivement des endroits différents. Il va avoir des endroits où il y a des atomes et des espaces vides entre les atomes. Donc ce n'est pas une symétrie. En revanche, vous voyez quand même, il y a une sorte de symétrie ici. Donc à ce qu'on appelle le pas du réseau, donc à la distance entre atomes, si vous êtes ici et si vous êtes là, l'environnement il est indistinguable, c'est le même. Et de la même manière que pour un espace homogène, on peut aussi identifier ou décrire une quantité du mouvement qui est conservée à nouveau. Et on appelle ça en fait une impulsion du réseau ou une quasi-impulsion pour faire la différence entre l'impulsion ou la quantité du mouvement dans l'espace vide et dans l'espace effectivement du réseau atomique. Mais en gros, tout ce que j'avais dit avant reste valable, sauf qu'en fait, cette fois-ci, le lien entre l'énergie, ici, sur l'axe Y, et la quantité du mouvement, il est un peu plus compliqué. Donc en fait, ce n'est pas simplement une parabole, c'est un peu cette forme-là. Ici, la courbe noire, la courbe rouge, et on appelle ça les bandes, de manière un peu négligente, nonchalante. On appelle ça aussi des spaghettis en physique des matériaux. Donc vous voyez ici différents spaghettis. Il y a autant de spaghettis qui ont en fait atomes à l'intérieur ou orbitales à l'intérieur sur un site, si vous voulez. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des endroits, effectivement, il y a quelque part des énergies où il n'y a pas du tout de bande. Donc il y a par exemple ici des fenêtres, on le voit ici. Donc là, il n'y a aucune bande qui traverse en fait cette énergie. Donc ça s'appelle en fait des bandes interdites. Mais en gros, c'est la même chose. Sauf qu'en fait, la physique, donc la plupart de la physique, souvent en fait, se passe à des points remarquables, comme par exemple ici, on pourrait dire ce minimum de la courbe rouge. Et donc, dans ce voisinage, on peut parfois dire que c'est comme si c'est parabolique. Et donc, on utilise à ce moment-là pour décrire les électrons, effectivement, une dispersion qui est exactement cette forme-là, sauf qu'en fait, cette fois-ci, ce n'est pas la masse de l'électron nu, mais quelque chose qu'on appelle en fait la masse de bande, qui est la courbure en fait, de cette bande qui nous intéresse. Quand je fais la même chose pour le graphène, ma structure de bande, elle est complètement différente. Elle a cette forme-là. Donc ici, c'est la quantité du mouvement. Il y a en fait la quantité du mouvement, puisque j'ai un système ou un cristal bidimensionnel dans la direction X et dans sa direction perpendiculaire, que j'appelle Y. Okay. Et donc, quand je trace en fait donc l'énergie par rapport à ces deux composantes, en fait, la quantité du mouvement, et je trouve en fait ces deux, quand on fait le calcul, on trouve en fait cette structure de bande-là. À nouveau, c'est aussi compliqué, mais si vous agrandissez, par exemple, en fait, ici, cette partie où la bande dite de valence touche la bande de conduction, là, en fait, dans ce voisinage-là, vous avez un lien entre l'énergie et la quantité du mouvement qui est linéaire, comme les particules relativistes, ultra-relativistes qu'on a rencontrées dans le cadre de l'équation de Dirac. Et c'est effectivement la base de cette physique relativiste qu'on rencontre en fait dans les graphènes, même si en fait la vitesse effective ici elle est 300 fois inférieure que la véritable vitesse de la lumière. Voilà. Et donc en fait, j'ai presque terminé. Je vais juste, en fait, effectivement, essayer de vous donner un aperçu de comment ces bandes-là que j'ai décrites là pour le graphène ou ici pour un matériau, je vais même oublier que c'était, comment ça décrit les propriétés électroniques des matériaux. Donc en fait, vous savez que dans les matériaux que vous rencontrez, il y a des conducteurs, il y a des isolants, il y a des semi-conducteurs, etc. Et en fait, c'est effectivement le caractère conducteur en fait, du matériau est précisément donné par cette structure de bande, c'est-à-dire ce lien entre l'énergie et la quantité du mouvement. Donc la plupart du temps, par exemple pour un métal, si l'on a par exemple ici deux bandes, je vous ai déjà dit ici il y a une fenêtre en énergie qui est une bande interdite, et il y a une énergie encore particulière qu'on appelle le niveau de Fermi. C'est en gros l'énergie du dernier, de la dernière occupation. Je remplis en fait cette structure de bande que je vous ai décrite avec des électrons jusqu'à un certain niveau, et ce niveau-là, on appelle le niveau de Fermi.
pour les experts, en fait, c'est dû au fait que les électrons sont des fermions et on ne peut pas mettre deux électrons dans le même état quantique. Mais peu importe. Je remplis en fait ma structure de bande jusqu'à une certaine énergie. Et cette énergie-là s'appelle l'énergie de Fermi. Bah là, en fait, je peux avoir quelques excitations. Je peux, sans fournir beaucoup d'énergie, me sortir un électron en dessous de ce niveau de Fermi et le propulser juste au-dessus du niveau de Fermi. Et c'est précisément ça, la base de la métallicité d'une certaine classe de matériaux qu'on appelle des métaux. Un isolant, pour un isolant, le niveau de Fermi se trouve directement dans cette bande interdite, c'est-à-dire le dernier état ou la dernière énergie remplie, c'est le haut de cette bande de valence qui est en bas. Donc à ce moment-là, il faut que je fournisse toute cette énergie-là pour exciter donc, en fait, un électron vers un état qui peut en fait, finalement conduire de l'énergie. Et donc, en fait, pour exciter, par exemple, un électron d'ici vers là-bas, il faut fournir typiquement des énergies qui correspondent à des températures de plusieurs dizaines de milliers de degrés. Donc, c'est vraiment, il faut y aller. Bon, il y a le semi-vital, je ne vais pas en parler. Et le graphène, en fait, il a cette forme-là. Donc, c'est-à-dire, il est un peu entre les deux, entre un métal et un isolant. Le graphène, il est vraiment un peu à côté. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas de bande interdite. Les bandes se touchent, mais en un seul point. Donc il y a très peu d'états en fait, qui contribuent ici. J'ai aussi une animation, mais aussi en fait l'animation pour les isolants. Et la différence des métaux et des isolants, je vais vous la présenter quand même. Donc en fait, ici, c'est une vision un peu différente. Donc vous avez un atome, cet atome-là, quand vous calculez son énergie, il a des niveaux d'énergie. Et quand il y a plusieurs atomes dans cette boîte, en fait, ces niveaux ils vont se parler, ils vont former en fait, effectivement cette bande, ces bandes-là. Donc, voilà, c'est en fait la largeur des bandes que je vous ai montré ici en noir. Un métal, effectivement, comme je vous ai dit, est déterminé en fait, par un niveau de Fermi dans cette bande-là. Donc, à ce moment-là, ça peut bouger. Et dès que c'est rempli, complètement rempli, les électrons sont en quelque sorte figés. Ils ne peuvent plus contribuer à la conduction parce qu'il faudrait en fait traverser cette bande interdite. Okay, et voilà, en fait, là c'est un peu de pub, c'est effectivement, ça vient du LPS. Voilà, donc l'Université Paris-Sud et Paris-Saclay maintenant. Voilà. Bref, le graphène, en fait, je vais m'en passer, mais en fait, effectivement, pour maintenant faire une électronique à base de graphène, ce que Novoselov et Geim, ils ont compris tout de suite, effectivement, ils mettent ce graphène qu'ils ont mis déjà sur un substrat de dioxyde de silicium, et en fait, ils changent ce niveau de Fermi en rajoutant des électrons et en enlevant. Et ici, ça peut facilement se faire par ce qu'on appelle l'effet capacitif. Donc en fait, vous connaissez peut-être ça, en fait, vous avez deux plaques métalliques, et donc ces plaques métalliques, normalement, ce sont deux plaques métalliques, mais en fait, vous pouvez les charger en appliquant une tension. Donc en appliquant une tension entre la plaque inférieure et la plaque supérieure, à ce moment-là, vous allez charger le condensateur. Et ici, en fait, une des plaques, c'est notre feuille de graphène qu'on veut bien évidemment caractériser ou utiliser. Et la deuxième plaque, c'est ici du silicium dopé qui devient donc métallique. Et en appliquant une tension, dite tension de grille entre le graphène et le silicium dopé, séparée par une couche isolante, en fait, on peut charger la feuille de graphène. Et donc, en fait, ici, par exemple, ce qu'ils ont mesuré dans une des premières expériences, même en 2004 encore, ils ont trouvé effectivement que en changeant cette grille, cette tension de grille, ils peuvent augmenter en fait, la conductivité, soit en appliquant une tension positive. Donc à ce moment-là, ils déchargent la feuille de graphène, ils rajoutent des trous, ou des positrons si vous voulez, ou en chargeant négativement, en rajoutant des électrons. Voilà. Mais en fait, le graphène n'est pas simplement intéressant d'un point de vue électronique, il a aussi une membrane très solide. C'est aussi une des premières expériences là-dessus, d'un groupe américain. Ils ont mis du graphène sur des trous, okay, donc sur un substrat qui est troué. Et donc, en fait, c'est comme un petit tambour.
et qu'ils ont excité avec une pointe atomique ici, aussi de taille atomique. On appelle ça, là en fait je crois que c'est une pointe AFM, mais en fait c'est une pointe d'un certain matériau. Et ils ont essayé de transpercer effectivement cette feuille de graphène. Ils n'ont pas réussi au début. Ils ont juste cassé la pointe. Tellement il est rigide en fait ce graphène, cette membrane. Ils ont commencé avec du silicium, ce qui était apparemment normal pour ce truc-là. La pointe s'est cassée. Ils ont dû prendre en fait des pointes en diamant pour finalement arriver à casser donc cette membrane. Et si l'on pense en fait que le graphène était un film alimentaire, vous pouvez par exemple en fait faire cette expérience. Donc en fait vous mettez votre film alimentaire sur une tasse, vous mettez un stylo dessus, vous essayez de l'enfoncer. Et vous mettez en fait un certain poids et à un moment donné, ça casse. Mais en fait, si vous faites ça avec du graphène, donc à l'échelle, bien évidemment, c'est comme si en fait vous aviez un film alimentaire de 100 microns qui arrive en fait à soutenir le poids sur une petite pointe de stylo de 2 tonnes, c'est-à-dire d'une petite voiture. Tellement en fait, ce graphène, il est solide. Et voilà, en fait, je finis juste avec une petite perspective. Donc, en fait, ça, c'était des expériences, une physique qui est relativement récente. Et maintenant, en fait, aujourd'hui, ça continue. On s'intéresse à d'autres matériaux, donc d'autres matériaux semi-conducteurs qui peuvent se fabriquer grosso modo de la même manière. Et on cherche aussi, par exemple, des fermions, en fait, des particules qui se comportent comme des particules relativistes, des particules de Dirac, sauf qu'en fait, cette fois-ci, ils peuvent être massifs. Dans certains semi-conducteurs bidimensionnels, c'est ce qui se passe. Il y a aussi des matériaux tridimensionnels, donc en fait, plus naturels, en quelque sorte, pour vous. Et donc là, en fait, on peut aussi rencontrer ce qu'on appelle des semi-métaux de Weyl, c'est-à-dire ce sont aussi des particules qui se comportent comme des particules ultra-relativistes qui sont décrites en fait par une variante de l'équation de Dirac, dite de Weyl. Et ce sont aussi des particules sans masse. Donc en fait, on n'a pas encore trouvé des particules, à part des photons, des particules, des fermions, qui sans masse dans la nature, mais en fait, finalement, dans les matériaux, ça existe de manière effective. Okay. Donc voilà, c'est la mécanique quantique, effectivement, dans les matériaux. Et il y a effectivement des propriétés relativistes qui étaient complètement inattendues. Et je vous laisse effectivement avec, donc avec ce petit message que je veux vraiment transporter. En fait, pour nous, cette aventure, elle vient juste de commencer. C'est vraiment une physique qui est très, très récente. Et on ne sait pas encore tout ce qu'on va voir. On a remarqué, en fait, dans les graphènes, par exemple, il y a maintenant une supraconductivité qui était complètement inattendue. Et je finis juste avec des remerciements. Donc, en fait, voilà, 2 collègues qui m'ont filé quelques transparents. La physique l'équipe La Physique Autrement du LPS. Et je vous invite très chaleureusement à explorer un peu, si vous êtes intéressé, ce site-là, www.toutestquantique.fr, où où j'ai piqué en fait toutes ces animations, et vous pouvez les explorer aussi. Ils sont aussi maintenant souvent sur les pages Wikipédia. Donc là, en fait, vous pouvez avoir un petit aperçu de toute la physique quantique, aussi au-delà des matériaux. Et en fait, la vidéo sur les interférences, elle est aussi accessible sur YouTube, d'une chaîne éducative qui s'appelle Veritasium. Et voilà, en fait, avec ça, je vous remercie de votre attention.